Bonjour tout le monde, bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. On est là, on est mercredi soir, tout va bien, mais où étiez-vous hier soir, mardi soir, vers 22h22 de ce 22 février 2022 ? Étiez-vous sur Twitch et regardiez-vous surtout ce concert de Daft Punk qui lui daté de 1997. Où étiez-vous en 1997 ? Peut-être pas au Mayan, un club de Los Angeles où le duo légendaire a joué. Et d'un coup d'un seul, pile poil un an après avoir annoncé leur séparation, dont je ne me remets toujours pas, eh bien Daft Punk a streamé une fois et une seule fois un concert au Mayan de 1997 pour annoncer évidemment la ressortie de leur album Homework, qui aura une petite tracklist mise à jour. Bien sûr, la sortie en vinyle et plein de petits goodies pour fêter les 25 ans de cet album pilier et fondateur de la musique électronique. Bref, c'était encore une Daft Punk. Ils sont venus, ils les ont régnés, ils les ont gagnés et ils ont disparu comme ça. Je les aime et je les déteste en même temps. On va rester dans le son avec, bon vous allez voir, c'est peut-être pas Daft Punk, mais c'est comme de la musique, avec, regardez, ce petit boîtier étrange qui s'appelle Thing, un truc, voilà. Ça vient de chez Spotify, ça s'appelle le Car Thing. Et alors, j'ai pas bien compris le délire parce que c'est un boîtier Spotify, et demandez-moi si j'ai raison ou pas, mais qui ne sert pas à grand chose puisque vous le branchez sur la prise secteur de votre voiture, vous le connectez ensuite en Bluetooth à votre téléphone, puis vous le connectez à votre autoradio de voiture en Bluetooth ou en USB ou en prise jack pour passer de la musique. Est-ce qu'à un moment c'est pas plus facile de passer de la musique depuis son téléphone que de payer 90$ pour cet objet avec un petit écran 4 pouces tactile, vous le voyez, une molette, un bouton back et des touches au-dessus. J'ai pas bien compris l'utilité du Car Thing de Spotify, mais si ça vous intéresse, vous, dites-vous bien que vous pouvez l'acheter désormais pour 90$ si vous êtes abonné premium à Spotify. On reste avec Spotify ce coup-ci, et si j'ai pas compris la stratégie derrière Car Thing, j'ai peut-être mieux compris, grâce à Om Malik, un des analystes tech les plus connus, la stratégie derrière deux rachats spectaculaires de deux boîtes de podcasts. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Spotify annonçait l'achat de Chartable, de Podsite, donc entreprise spécialisée un petit peu dans le tracking et l'audience des podcasts. Et on se demandait pourquoi, puisqu'ils avaient déjà eux-mêmes ce type de service. Pour Om Malik, ce sont deux acquisitions très intéressantes. Là, c'est le PDG de Spotify. Elles ressemblent à celle de Facebook il y a quasiment 10 ans. Facebook qui avait racheté une entreprise pas très connue qui s'appelait Onavo. Et cette entreprise qui était également dédiée à faire du tracking d'utilisation et qui permettait en fait de voir en avance un peu les tendances et de ce qui allait monter. Ça avait permis notamment à Facebook de détecter des pépites comme Instagram ou comme WhatsApp et même des autres pépites comme Snapchat. Je vous rappelle que Facebook avait tenté de racheter Snapchat, il n'avait pas réussi. Le but ici, pour Spotify, ce serait de détecter les prochaines pépites en termes de contenu et de podcast. On espère qu'ils feront peut-être pas la même erreur que de payer 200 millions de dollars pour les podcasts de Joe Rogan qui leur posent aujourd'hui beaucoup de problèmes. Passons désormais à d'autres géants de l'électronique et vous allez voir, on va aller du côté de chez Apple et Sony avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Premier point, c'est le Digitime Asia qui nous fait un dernier report sur le fameux casque ou lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle d'Apple. Je vous rappelle que le gros des rumeurs annonçait une sortie pour 2022 avec un tarif très très élevé autour des $3000. Et puis dernièrement, on pensait peut-être que la sortie allait être repoussée à 2023. Les dernières rumeurs, notamment des personnes qui bossent sur la supply chain en Asie directement, annoncent que Apple a déjà entamé la deuxième phase de test bêta, donc des tests très avancés de produits quasiment finis, et pourrait commencer la production en masse dans les prochaines semaines, les prochains mois de ce casque qui pourrait être présenté d'ici la toute fin de l'année 2022. Bref, le suspense continue. Il y en a un autre, il y a moins de suspense puisqu'il était déjà officiellement annoncé mais on ne l'avait pas vu. C'est le PSVR 2, c'est le casque de réalité virtuelle de Sony qui se montre enfin et vous allez le voir, c'est très cool. Il a l'air beaucoup plus léger et agile que le premier du nom qui était lui, je vous rappelle, sorti en 2016. Il sera également beaucoup plus puissant puisque nous aurons une résolution 4K, un tracking beaucoup plus rapide jusqu'à 120 images par seconde, des contrôleurs Romania qu'on avait déjà vus. Bref, ce casque à fière allure, on attend surtout de voir maintenant quelle sera sa date exacte de sortie, son tarif aussi, puisque je vous rappelle que le PSVR s'était vendu à quelques millions d'exemplaires, aussi par son tarif de 399€, plutôt doux à l'époque par rapport aux rivaux sur les autres plateformes. On reste sur le gaming et on termine sur un jeu qui sortira bien sur PlayStation 1.
Microsoft l'a promis, mais qui ne sortira peut-être pas en 2023. C'est le Call of Duty annuel. Promis, juré, dit Activision, ça n'a rien à voir avec le rachat par Microsoft, mais pour la première fois depuis 2005, vous vous rendez compte, depuis Call of Duty quasiment majeur, et depuis 2005, eh bien, il n'y aura pas une sortie annuelle de Call of Duty. On aura bien Call of Duty à la fin de l'année, qui, je vous le rappelle, a été officialisé par Activision, mais pour 2023, ils vont prendre une pause et ils vont peut-être faire comme Assassin's Creed avec Ubisoft et faire une sortie tous les 2 ans, ce qui, je pense, ferait beaucoup de bien à la licence, aux développeurs, aux joueurs, bref à tout le monde, sachant que les dernières ventes de Call of Duty ces dernières années, et notamment cette année avec Vanguard, ont été très décevantes. Comprendre, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais pas beaucoup d'argent. Voilà, c'était le petit problème. On passe maintenant au smartphone avec le test le plus attendu de ce début d'année, c'est évidemment le Galaxy S22 et nous avons commencé par le S22 Ultra. Eh bien, vous savez, on a mis un peu de temps à sortir ce test et pourquoi ? Eh bien, notamment à cause du stock du Galaxy S22, des Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra. Ce SOC nous a posé des petits problèmes de test. Pourquoi ? Bien parce qu'il est un peu nouveau et notamment sa partie graphique signée par AMD nous a fait faire des benchmarks. On les a fait plusieurs fois. Finalement, nous avons réussi à en tirer des tests assez constants, concrets et donc concluants pour vous donner un avis déjà sur ce SOC qui, vous allez le voir, il est novateur mais il ne résout pas tous les problèmes de l'Exynos 2100, notamment sur la partie autonomie et sur la partie GPU. Ça se, bien sûr, ressent sur le Galaxy S22 Ultra, qui reste un excellent smartphone avec un écran absolument incroyable, une partie photo très haut de gamme et évidemment le retour du stylet. Mais sur les performances, évidemment, on sera toujours un peu frustré de se dire que ce n'est pas cette année que Samsung va battre Qualcomm sur le terrain des SoC Android. On attend de voir. Parce qu'il y a quand même un petit point de nouveauté qui fait que sur des patchs et des optimisations, on pourrait regagner en performance. Mais pour l'instant, si vous voulez jouer notamment à des jeux vidéo en plein format, à pleine balle, ce n'est peut-être pas du côté de Samsung qu'il faudra se tourner cette année. On verra bientôt. On passe aux voitures avec beaucoup de news transport. Renault qui déroule son catalogue électrique avec plein de marques. C'est le cas notamment du côté de chez Dacia et Alpine qui vont voir des nouveaux modèles arriver dès cette année et en 2025 pour Alpine. Et bien sûr, la voiture qu'on attend le plus, vous la voyez ici, c'est la fameuse Renault 5 pour 2024 dont le prototype avait ravi les yeux de tout le monde. On espère la voir extrêmement vite et vous le voyez, une fois Renault qui accélère bien sûr son électrification. On continue dans les voitures et on va passer pas aux voitures électriques mais aux voitures autonomes. Cet été, vous allez enfin pouvoir lâcher le volant de votre voiture. Je vous parle souvent de cette course du lièvre et de la tortue entre la nouvelle technologie mais les nouvelles régulations. Et bien désormais, il y a un amendement qui va permettre de conduire sans les mains, mais attention dans certaines conditions et notamment dans les embouteillages sur autoroute. Donc on est quand même dans des conditions très très limitées à très basse vitesse, mais c'est quand même un premier pas vers les conduites de plus en plus assistées, de plus en plus autonomes. On va lâcher de plus en plus le volant, voire complètement le contrôle de la voiture. Je vous rappelle qu'on n'est pas encore sur des voitures commercialisées avec des niveaux 5 en autonomie, mais on est déjà sur des niveaux de type 3 qui permettent à la voiture de prendre le contrôle largement. On verra bientôt sur d'autres conditions, nationales, départementales, en ville, à pleine vitesse. On sera bientôt de plus en plus tranquille. On sera peut-être moins tranquille dans l'Hyperloop de Virgin. Je vous rappelle que l'Hyperloop, c'est cette technologie qui, vous savez, vous avez déjà vu dans les films des gens qui s'échangent des messages dans des bases secrètes où ça passe par des tubes sous vide, etc. Et bien c'était la technologie. C'était la technique qu'avait mis en avant Elon Musk en expliquant que on pourrait se déplacer beaucoup plus vite qu'avec des trains si on créait des tubes sous vide avec des gens dedans et ça irait très vite. Et, depuis, il avait publié un livre blanc qu'il avait laissé à disposition de tout le monde. Beaucoup d'entreprises s'étaient lancées et une des plus ambitieuses était Virgin Hyperloop One qui avait levé 172 millions de dollars pour transporter des gens sous vide à haute vitesse. Ils vont finalement transporter, on va dire plutôt des cargaisons que des gens. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être plus simple d'un point de vue régulation et sécurité pour l'instant de s'attaquer à des cargaisons seules avant de transporter des gens. Et au passage, ils vont se débarrasser de la moitié de leurs employés. 111 personnes ont été licenciées dans la foulée. C'est un petit peu dur. Je me demande vraiment s'il y aura une rentabilité à créer des tuyaux sous vide à travers le monde entier. En tout cas, chez Virgin Hyperloop, on y croit encore. On va continuer à parler de tuyaux et qui transportent ce coup-ci ni des gens ni des cargaisons, mais des données. Et un tuyau très important, notamment pour les îles de Tonga. Puisque je vous rappelle qu'il y a eu une éruption volcanique il y a un peu plus d'un mois maintenant, à la mi-janvier. Cette éruption volcanique a abîmé énormément, notamment un des câbles sous-marins qui achemine
Internet, tout simplement, vers le royaume des Tonga et toutes ces îles. Ce câble a été abîmé en plusieurs parts et il a fallu remplacer 92 km de section de câble. C'est une opération qui a été extrêmement longue, qui a enfin été faite il y a quelques heures maintenant et qui a permis au royaume du Tonga de récupérer Internet, les pauvres. Mais beaucoup d'îles sont encore bloquées et n'ont toujours pas récupéré Internet et sont littéralement coupées du monde depuis maintenant la mi-janvier. Vous vous rendez compte à quel point, encore une fois, Internet ça paraît simple et en même temps c'est tellement fragile. En parlant d'un Internet qui voudrait être simple mais qui est très fragile, passons à Truth Social. Je vous rappelle, le réseau social lancé par Donald Trump et une partie de son équipe, qui s'est lancé avant-hier pour le President Day. 500 000 personnes sont sur les listes d'attente. C'est l'application la plus téléchargée de l'App Store de la semaine déjà. Donc un gros succès, mais aussi, bien sûr, des premiers problèmes. Et au hasard, les mêmes problèmes que pour les autres réseaux d'extrême droite américaines qui se sont lancés ces dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Des problèmes de sécurité, des problèmes de fuite de données et aussi des problèmes de censure, puisque je vous rappelle que la plupart de ces réseaux se veulent être les réseaux de la liberté d'expression. Le problème, c'est que ils sont envahis de trolls, de personnes extrémistes et de terroristes, et que du coup, Truth Social a montré une modération et des règles d'utilisation encore plus strictes que celles de Twitter sur le papier. Oui, alors du coup, pour un réseau créé par un mec qui se plaignait que Twitter le censurait, que les règles étaient trop dures, c'est un peu compliqué. Bon, on en est qu'à 48 heures de sortie de Truth Social. On verra si ce réseau survivra ou si, comme le dit ce cher Casey Newton, célèbre chroniqueur et journaliste américain de la tech, il subira le même sort que les autres réseaux qui croulent un peu sous les trolls et les fuites et les hacks. On va rester dans les hacks et ce coup-ci, on va parler de la Croix-Rouge. Je vous rappelle que la Croix-Rouge a été piratée à la fin de l'année dernière. 515 000 comptes de personnes avec leurs données personnelles et sensibles ont été dérobés. En plus, c'était des personnes qui étaient en situation de fragilité. C'était des personnes qui passaient par les services pour essayer de retrouver d'autres membres de leur famille qui ont été séparés d'eux lors de conflits, par exemple. Merci les hackers. Et du coup, on a plus de détails là-dessus. On apprend, selon les premiers rapports de la Croix-Rouge, que cette attaque n'est pas une attaque anodine, qu'elle a demandé énormément de moyens, énormément de concertation. Et la Croix-Rouge, désormais, se met à soupçonner un pays et pas un gang de l'avoir piraté, puisque la base de données n'a toujours pas été mise en vente, notamment sur le dark web. Donc ça laisse penser qu'on a plutôt droit à une attaque politique qu'une attaque motivée par l'argent. On espère que la Croix-Rouge s'en sortira et qu'ils arriveront à dénouer tout cela et récupérer leurs données. En attendant, il y a un collectif qui s'est mis en place qui s'appelle Hackers sans frontières, un peu comme Journalistes sans frontières et comme Médecins sans frontières. Mais ce sont des white hats, donc on va dire des hackers gentils, qui vont créer un collectif pour peut-être venir aider dans des situations de crise, comme Médecins sans frontières par exemple. On leur souhaite évidemment le meilleur. On termine enfin avec la dernière news et on va parler de nos villes. Oui, tout à fait, nos villes qui, ces derniers temps, vous voyez, il y a beaucoup de vélos qui passent dans tous les sens. On parle souvent des livreurs Deliveroo, des livreurs Uber, mais ces derniers temps, on parle de plus en plus d'autres startups comme Getir ou comme Gorilla. Ce sont les fameux livreurs, les fameuses startups qui vous promettent d'avoir vos courses ou vos livraisons des fois en moins de 15 minutes, moins de 10 minutes ou moins de 2 heures, extrêmement rapide. Comment cela se passe? Ça se passe grâce à un système que l'on appelle les dark stores, un peu comme les dark kitchen. Ce ne sont pas vraiment des magasins, ce ne sont pas vraiment des entrepôts, ce sont des locaux au cœur des villes qui servent de base pour que des livreurs express viennent prendre et distribuer le plus vite possible vos courses ou vos produits électroniques. Le problème, c'est que les villes ne sont pas très contentes. Il y a ici une étude de l'APUR qui explique qu'évidemment, il y a un problème de légalité, puisque normalement, des entrepôts sont interdits dans des immeubles d'habitation. Et ici, est-ce que ce sont des entrepôts, des magasins? Des entrepôts, et on se retrouve encore comme dans la grande époque de Uber pour les VTC ou des Lime pour les trottinettes, où des startups arrivent, se déploient très très vite, parfois au mépris de la légalité ou au mépris aussi du voisinage, pour se développer le plus vite possible et de se rendre indispensable, et aussi parfois au mépris de la sécurité des livreurs et des livreuses, puisque on l'apprend dans la foulée, la ville de New York a décidé de commencer à bannir certains slogans et certaines promesses de ces applications et de ces services pour notamment des livraisons en moins de 15 minutes. Pourquoi? Selon la mairie de New York, ces promesses vont obliger les livreurs et les livreuses, évidemment, à enfreindre les règles de circulation, excès de vitesse, rouler à sens interdit, rouler sur des trottoirs, etc. On avait déjà eu ce problème notamment avec les livreurs Amazon qui, pour tenir les délais miraculeux d'Amazon, évidemment, devaient passer de l'autre côté de la barrière de la légalité. Voilà, j'espère que vous serez sage lorsque vous aurez besoin de quelque chose et que vous attendrez peut-être plus longtemps qu'un quart d'heure pour avoir vos livraisons ou vos courses. Il y a des gens qui doivent en vivre et peut-être qu'ils doivent en vivre un petit peu mieux. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve dès demain pour un live et pour un nouvel épisode évidemment de la condensée. À très vite.